Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre de 10%. Donc ça va se dérouler en deux parties. Donc la première, on va avoir les réalisateurs et les... On n'est pas dissipé dès le début, monsieur Montel, s'il vous plaît. On va pas commencer. Donc première partie, on va avoir donc les réalisateurs et producteurs sur scène. Les comédiens sont d'ores et déjà dans la salle. Ils nous rejoindront en deuxième partie. Voilà. Donc je vais accueillir avec moi sur scène les producteurs Dominique Besnéard, Harold Valentin et les réalisateurs Marc Fitoussi et Antoine Garceau. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir au commencement. Dominique, on sait que la série est évidemment inspirée de votre expérience d'agent de star. Agent de star, agent. Agent. Voilà. Agent. À quel moment vous vous êtes dit que ça ferait non seulement une bonne histoire à raconter, mais surtout que ça se prêtait très bien au format série? Il y a assez longtemps, et j'étais encore agent, et c'est vrai que les soirées après des journées compliquées d'agent, on était un groupe, il y avait Michel Feller qui travaillait aussi chez Armédia où j'étais et un garçon qui s'appelait Julien Messmaker. Et le soir, pour se libérer, on racontait ce que nous avaient fait les producteurs, les acteurs, les agents pendant la semaine. C'était un défoulement, c'était exutoire. Et c'était l'époque où il y avait Desperate Housewives. On se dit, on devrait faire un Desperate Housewives chez les agents, avec des gens. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis on a déposé à la SACD un premier synopsis. Et puis voilà. Et puis on a mis Alors entre-temps, je suis devenu producteur. Et je ne vais pas mobiliser la parole, mais le truc quand même qui est important pour en plus vous qui êtes la plupart très jeunes, c'est quand on ne faut jamais lâcher. Et quand je suis devenu producteur, la première chose que j'ai ressortie, c'est ce synopsis. Et donc on est allé voir des chaînes, une première chaîne, et je venais d'être producteur. J'étais déposé un chargé de fiction, de programme. Je lui ai donné, ça s'appelait pas 10%, ça s'appelait 10 bis avenue Georges V. Et puis L'amour dans le sang de Charlotte Valandré. Il m'a dit, ça m'intéresse pas ces deux projets, je les vois pas. Et moi, j'ai dit, je suis sorti de là, je vais redevenir agent parce que ça commence mal. Et puis après, on a mis du temps. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Harold, qui, lui, avait envie d'être producteur, connaissait bien la maison de France Télé. Parce qu'avant, je ne vais pas vous parler de l'expérience de Canal. Et tout d'un coup, donc, et là, on s'est retrouvés. Et voilà, et donc on s'est associés. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. Donc ça a toujours dans votre tête, il fallait que ce soit une série et ça se... Ah oui, non, mais au début, ce qu'on nous a quand même dit, on nous a dit, mais ça n'intéressera que les Parisiens. Même pas Paris, c'est le Triangle d'Or. Oui, voilà, tout ça. Et en même temps, c'est vrai que, vous savez, des fois, il faudrait, mais en même temps, il y a un moment donné, ça doit se faire, puis après, on trouve les bonnes personnes. C'est pour ça que quand on a la conviction, il faut le faire. Mais bon, quelquefois, on est en face de personnes qui, il le sait, Harold, puisqu'il a été de l'autre côté, que de temps en temps, les chaînes disent non, c'est pas le moment, c'est pas. Puis voilà. Mais quand on a, pour le moment, en tout cas, on y est arrivé. Voilà. Il y a eu un alignement des planètes à un moment aussi qui a permis que. Oui. Justement, quand la série débute sur France 2 en 2015, ce qui frappe immédiatement, en dehors de ses nombreuses qualités, évidemment, c'est qu'elle met en scène aussi une héroïne lesbienne. Et je me demandais, parce que c'est quand même assez révolutionnaire à la télé française, encore aujourd'hui, c'est quelque chose... Maintenant, non. Maintenant, ça fait partie de tous, parce que maintenant, elles sont très présentes. À l'époque, c'était compliqué. Oui, mais dans une série, même encore aujourd'hui, dans une série française, en prime time, c'est compliqué. Mais justement, je voulais savoir si ça avait été compliqué de défendre ce choix dès le départ. On est en 2015. Et le problème, c'était pas bien, parce que les trois personnages principaux, après les agents ont pris leur destin avec les équipes d'écriture
qui ont fait évoluer. Mais au départ, c'était un peu inspiré d'Elisabeth Tanner, qui ne se cache pas, elle est lesbienne, sauf que quand elle a vu la série, elle m'a dit « Moi, je ne racole pas la nuit avec Internet. » Elle était absolument pas contente. Le reste lui plaisait, mais quand ses acteurs, elle s'occupe de Patrick Bruel, elle m'a dit « Donc, j'en apprends de belles. » Et voilà, donc ça, c'était inspiré d'elle. Le personnage de Mathias, c'est un peu les hommes de pouvoir qu'il y a dans le métier d'agent. Donc ça s'est inspiré. Il est très content, parce qu'en plus, ils sont très contents d'être connus grâce au personnage. Et puis le troisième, il y avait un peu de moi, bien que un peu dans le côté bordélique, le truc qui est incarné par Gabriel. Et puis moi je pense aussi que... on avait un public en 2011, quand on a vendu à France 2 le projet, qui avait regardé beaucoup de séries américaines en prime time, d'excellente qualité. Dominique parlait de Desperate Housewives, mais il y en avait beaucoup d'autres, avec des personnages très différents. Et donc le public lui-même était gourmand de surprises, de choses fortes, dès lors qu'elles étaient bien écrites. Il était devenu plus exigeant, mais aussi plus ouvert. Et nous, on avait une promesse de série qui était un univers différent de ce qu'on avait d'habitude. Donc il fallait bien qu'on ait des personnages différents. Et un des sujets sur le personnage d'Andrea, par exemple, c'était que pour nous, il ne fallait pas que le problème de son coming out soit central. Son problème, c'est l'amour à Andrea. Et c'est ça la modernité, c'est de le faire à l'anglaise, où on ne rajoute pas du discours à un personnage. Et le public, je pense que s'il a été entraîné par ce personnage, c'est qu'elle est comme tout le monde, elle essaye de vivre sa vie et ses histoires d'amour comme elle peut, avec ses empêchements qui sont forts, mais le fait qu'elle soit lesbienne est vraiment un élément de sa personnalité, mais il n'est pas central dans son personnage. Oui. On va regarder un premier extrait, en fait, ça va nous faire remonter un petit peu le temps, puisque c'est dans le premier épisode, et c'est la présentation de l'agence à la jeune Camille. Ça donne envie de tout revoir un peu, non ? Oui, ça donne vraiment envie de tout revoir. Et je me demandais justement si vous aviez eu des retours de vrais agents, de vos confrères et consoeurs de la place parisienne par rapport à 10%. Ils sont tout le temps, ouais. Hein. Enfin, ils sont contents parce que ce qui est... Après, on va quand même laisser la parole au metteur en scène. Absolument. En tout cas, moi, quand j'ai été agent, personne ne savait ce que c'était que ce métier. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé ou qui m'a écrit une lettre en disant « J'aimerais devenir agent ». Du reste, dans ma famille, à part mes parents, ils disaient « C'est quoi ton métier ? T'es quoi ? Tu portes les valises des acteurs ? C'est impresario ?» Les gens ne savaient pas. Maintenant, je me promène, les gens... Il y a une école pour être agent ? Je dis « Non, ça s'apprend sur le tard. » Et sur le tas. Et donc, voilà, mais pour vous dire que, voilà, maintenant, on sait ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent à faire des stages. Alors, la plus belle histoire, c'est en plus, c'est par rapport à Camille. Quand j'étais au Québec, je suis allé au lycée français. Et donc, ils ont étudié 10%. Et il y a une jeune fille brune, très jolie, qui est venue me voir. Elle me dit, alors, elle va vouloir être actrice. Je voudrais être agent, je voudrais ressembler à Camille Cotin. Et je veux dire, et c'était donc, c'est incroyable. Maintenant, alors cette petite doit faire un stage. Il y a eu le confinement, donc je n'ai pas de nouvelles, mais voilà, peut-être ça va devenir un grand agent. Ça va créer des vocations, voilà. Du coup, la série. Justement, on va parler avec vous, les réalisateurs de la série. Donc Cédric Clapiche. Clapiche, non. Ouais. Cédric Clapiche a réalisé le premier épisode avec Cécile de France. Puis ensuite, Antoine, vous avez pris le relais et Marc vous a rejoint en saison 3. Traditionnellement, donc, le réalisateur du premier épisode, c'est celui qui impulse quelque chose. Il donne le ton, il donne l'identité visuelle à la série. Je voulais savoir ce que vous avez tenu à garder de lui et qu'est-ce que vous avez apporté à votre tour. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été longtemps l'assistant de Cédric. Et quand Dominique et Harold lui ont proposé de réaliser cette série, il a réfléchi et il leur a dit qu'en fait, il voulait la réaliser, que ça l'intéressait, mais qu'il voulait partager la réalisation. Il voulait qu'on soit 3 à la réalisation. Donc Lola Doyon, qui est réalisatrice et sa femme, et moi, son ex-assistant. Donc en fait, Lola est aussi ex-assistant de Cédric en plus. Oui, assistant de Cédric, oui. Et donc on a réalisé 2 épisodes chacun, et on a pris, comme on se connaissait très bien, on a pris toutes les décisions à tous les postes, le casting, les décos, enfin le décor, tout, de façon extrêmement collégiale.
et toutes les décisions vraiment à l'unanimité, quoi. Et donc, grâce à lui, grâce à Cédric et nos producteurs qui m'ont fait confiance sur cette première saison, j'ai fait ces 2 épisodes et je suis resté pour faire 2 épisodes sur la saison suivante et puis 3 sur la saison 3 et la saison 4, rejoint donc par Marc. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que... En fait, on a décidé de l'esthétique générale, de la façon de filmer sur cette première saison. Et comme ça a marché, on s'est dit qu'on gardait cet esprit et qu'on essaierait de le faire durer et perdurer sur les saisons suivantes. Et c'est pas difficile justement de s'insérer comme ça dans une esthétique quand on arrive en cours de route Disons qu'on sait à quoi s'attendre. Moi, c'est vrai que je suis arrivé sur la saison 3 et j'étais vraiment fan de la série, donc je n'ai pas débarqué pour essayer de transformer la série. Au contraire, il fallait respecter ce qui avait été fait. J'allais pas proposer mes services en disant désormais on va filmer tout à l'épaule. Voilà, il y avait quand même la nécessité de respecter ce qui avait été fait. Et puis d'apporter quelque chose de plus personnel, peut-être, en tout cas, enfin, de faire des épisodes où moi je me retrouve. Mais il y avait déjà de toute façon, enfin, un tel cahier des charges qui me plaisait, enfin, et qui était en phase avec ce que j'avais l'habitude moi de faire au cinéma, que je me suis pas senti contraint. Voilà. D'accord. Et on a essayé de garder la même, de saison en saison, de garder la même dynamique de plan, le même rythme de montage. Et d'ailleurs, on travaille avec la même monteuse depuis la première saison. Et donc, elle est un peu garante de ce rythme, quoi. De la continuité aussi. Ah ouais. D'accord. Et c'était quoi vos plus gros challenges, justement, en tant que réalisateur sur cette série ? Moi, là, je viens de revoir un extrait de cette fameuse fête dans l'épisode 6, donc de la dernière saison, de la saison 3. Et c'est vrai que voilà, cette soirée qui doit réunir tous ces talents à la fois, puisque c'est les 30 ans de l'agence ASK, donc c'est se retrouver dans des séquences qui mélangent à la fois Joe Star et Lynn Renault. C'était un peu vertigineux. Voilà, enfin, et puis surtout, on a beaucoup tourné en extérieur sur une terrasse. J'insistais beaucoup pour cette fameuse terrasse de nuit en hiver. Et je m'en suis un peu mordu les doigts très vite, puisque tout le monde grelottait. Et voilà, mais on y est arrivé. Il faut quand même savoir que sur 10%, on tourne quand même très très vite. Enfin, c'est le cas de beaucoup de séries. Mais par exemple, voilà, chaque épisode à peu près représente 11 jours de tournage. On parle toujours de 52 minutes, mais c'est vrai que chez 10%, on dépasse allègrement. Enfin, l'épisode record est celui d'Isabelle Huppert qui a fait, je crois, 1h07. Voilà. Mais cela dit, France Télé nous a permis ça. Enfin, moi, j'avais très peur au moment du montage de me dire est-ce qu'on va devoir forcément redescendre à ces fameuses 52 minutes ? Et on nous a laissé tranquilles. Voilà. Donc, en fait, on tourne parfois 1h07 en 11 jours. Donc ça fait... il faut être extrêmement efficace. Mais typiquement, on reparlera des guests donc un peu après, qui sont évidemment une partie intégrante aussi de la série. Mais typiquement, un épisode comme ça où vous devez les réunir tous, en tout cas à l'image, j'imagine que pour vous, donc c'était compliqué. J'imagine que pour les producteurs, c'était également un vrai casse-tête de réunir toutes ces personnes. Alors, elles n'étaient peut-être pas toutes là le même jour pour tourner. Ouais, c'est le travail habituel de préparation, quoi. Enfin, on le sait à l'avance, donc on s'organise en conséquence. Ouais, mais c'est Oui, par rapport à votre question aussi, une série, c'est déjà une œuvre plus collective, mais en plus, nous, on est une série chorale. Donc, dans le côté œuvre collective, il y avait vraiment quelque chose qui était dès la première équipe, qui s'est retrouvé après, quand Antoine et Marc ont fait alliance sur les réalisateurs, qui étaient très collaboratifs entre eux, et ça circulait bien, mais aussi les comédiens qui sont très responsables de leur rôle et de ce qu'ils leur font traverser à travers la série, parce que ça va tellement vite, que la Piche, il disait, une série, ça s'écrit très lentement, mais ça sonne très vite. Et cette rapidité fait que chacun doit être très responsable de ce qu'il est en train de faire, parce que sinon il y a une petite fuite qui prend un endroit. Et on est tous vigilants pour essayer de s'entraider, surveiller ce qu'on peut chacun de notre côté, et avancer de front, mais il faut des gens qui sont dans cet esprit collectif-là. Ouais, alors, moi, il y a une chose dont je me souviens qui était vraiment formidable, c'est quand on faisait le casting de la première saison, on allait chez Clapiche. Donc il y avait Antoine, il y avait Lola, nous, les producteurs, et on voyait le casting. Et c'était vraiment formidable parce qu'on était là et on donnait notre avis. Et souvent, quand on était d'accord, on n'a pas souvent été pas d'accord. Mais moi, je préfère. Mais pour moi, c'est un moment justement très collectif. Oui, très chaleureux. Et très chaleureux. En plus, Cédric faisait la cuisine, c'était très sympathique. C'est vrai parce que c'était très chaleureux. Casting, et voilà. Et le collectif commençait là aussi.
Donc, on va parler ensuite des guests, mais avant ça, je voudrais montrer un petit extrait voilà, avec Liliane Rover, qui avait un petit message à une certaine guest de la dernière saison. I've known you as a star, as an artist for a long time. I know how good you are. But now that I met you in person, I found how charming you are as a person. Simple, natural, and serious about work. And enjoying, because I had a feeling that you enjoyed doing this thing. And I was very happy and very honored to be a little part of it. So, Sigourney, I hope we meet again. C'est chic. So wonderful to see you. It was such an honor to work with you, and I guess she's gone. I can't really talk to her. Anyway, it was such a wonderful honor to work with her, and you know, all the actors, but especially Liliane is like the divine Liliane. You know, she has so much charisma and cool, and so that was such great pleasure and so nice to hear from her. Donc oui, donc on le sait, les guests sont quand même une partie intégrante de la série aussi. J'imagine que d'avoir Sigourney Weaver pour la dernière saison, ça a un goût particulier. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Qui se lance ? Oui, c'était évidemment on a quand même sauté de joie lorsqu'elle a dit oui. Et c'est vrai qu'on avait écrit cet épisode où il nous fallait une star américaine parlant français, de passage à Paris. Et Sigourney le sait, donc je peux le dire. On avait d'abord pensé à Jane Fonda. Parce qu'on savait qu'elle parlait parfaitement français et elle n'était absolument pas disponible à nos dates, et donc il a fallu réfléchir à notre actrice. Et on a songé à Sigourney parce qu'elle avait déjà joué dans des films en français. Je lui ai rédigé un mail un dimanche en joignant donc, le scénario qui d'ailleurs n'avait même pas encore été traduit en anglais. Et j'ai envoyé ce mail à 16h30 un dimanche, et à 20h, je recevais une réponse. Elle avait lu, elle avait aimé le scénario et elle disait oui. Et elle était surtout très fan de la série. Parce qu'en fait, Kevin Kline aux États-Unis est très fan de Call My Agent, puisque la série est aussi diffusée sur Netflix sous ce titre. Et il lui a fait découvrir la série et elle était ravie de nous rejoindre. Voilà. Et ça a été une rencontre assez dingue, et surtout, elle est d'un professionnalisme incroyable, puisqu'elle est venue un peu en amont pour répéter son français, répéter aussi la danse, puisqu'elle danse aussi dans cet épisode. Et voilà, et on a été tous très très heureux de l'accueillir et de pouvoir travailler avec elle. Et d'une simplicité, parce que derrière Aurélien largement associé, il a négocié avec son agent en 24 heures sa présence dans la série, alors qu'on s'est dit, pour une grande star américaine, une petite série française, avec les moyens d'une série française, on n'est pas sûr d'y arriver. Et en fait, il y a quelque chose de elle vient du monde du théâtre new-yorkais, Sigourney Weaver, et donc il y a quelque chose d'assez simple dans sa personnalité. Il faudrait aussi remercier la grande costumière quand même. Oui, Catherine Leterrier, qui est une amie proche de Sigourney. Notre alliée. Catherine Leterrier est une très grande costumière, plusieurs fois césarisée. Et voilà, elle a vraiment fait le go-between. Donc c'était aussi important qu'elle sache qu'elle n'allait pas venir chez des... Et moi, quand j'avais fait du casting, j'avais fait un film avec elle qui s'appelait... pas un chef-d'œuvre, mais une femme ou deux, avec Gérard Depardieu, donc je la connaissais un peu. Et puis l'héroïne de Alien, de Avatar, on est très raccord avec les valeurs féminines, Warrior de 10%. Ouais. On était très contents de la voir, vraiment, c'était une joie. Et la série est très connue aux États-Unis, en tout cas sur les côtes à Los Angeles, grâce à Netflix. Mais oui, un succès international, c'est sûr que c'est... Et puis c'est pas si fréquent que ça pour une série française, donc
C'est bien normal que des stars de la trempe aussi de Sigourney Weaver viennent sur la série. Messieurs, je vais vous remercier. On va regarder ensuite un court extrait et ensuite on fera venir les comédiens sur scène. Donc merci Dominique Besnéard, Harold Valentin, Marc Fitoussi et Antoine Garceau. Donc merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Camille Cotin, Nicolas Maury et Grégory Montel. Alors, c'était pas l'extrait que je voulais vous montrer initialement, mais c'est pas grave, on récupérera un peu plus tard l'extrait numéro 3, où on voit surtout qui introduit vos 3 personnages respectifs. Salut à tous les 3. Salut. Ça va? On va revenir au commencement. Est-ce que vous vous souvenez de votre audition pour 10%? Qui veut commencer? Nous, on était ensemble avec Greg, enfin au 3e tour, quand ça commençait à devenir... très proche et en même temps pas sûr, donc c'était vraiment le moment où on était bien stressés quand même. Enfin, toi tu m'avais dit à la sortie, tu m'avais fait marrer, tu m'avais dit ouais, j'aimerais bien l'avoir ce truc là, alors que moi j'étais là putain je pourrais te tuer pour l'avoir. Parce que moi j'y crois tellement jamais que je peux plus. Ouais. Et du coup nous on l'a passé ensemble, donc on s'est un peu entraidés, on va dire. J'ai l'impression qu'elle m'a sauvé la vie quand même, parce que je sais pas si j'y serais arrivé tout seul. Non mais imagine je passe le casting avec quelqu'un que je déteste. J'imagine que ça peut arriver parfois dans le métier. Mais là, toi, Nico, t'étais avec quelqu'un quand t'as passé? Non, moi, j'ai pas passé le casting, j'étais pris tout de suite. Non, c'est pas place. C'est grâce à toi que ça s'est financé. Merci d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de... Mais c'était mignon de vous voir, parce que j'ai regardé par contre, ils m'ont demandé... T'as voté pour nous, toi, je crois. Bah ouais. Non, pas toi, non, c'était Virginie Efira en fait, mais elle était moins connue, donc du coup, non. Moi, c'est pareil, mais on a passé aussi tous les deux, je crois. Non, jamais. Ah si. Ah mais oui, à la fin, moi je suis passé avec plein de gens qui étaient bien moins bien que toi, et puis toi, je pense que t'es arrivé... Oui, moi, ils ont vu plein de gens, moi. Ah bah non, moi, ils en ont vu encore plus. Bah voilà. Bon, du coup, on va essayer de regarder l'extrait numéro 3, où, comme ça, l'histoire de replacer un petit peu vos 3 personnages. Alors, si vous n'aviez pas pu jouer ces 3 personnages-là, Andrea, Gabriel et Hervé, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui vous auraient tenté ? J'aurais adoré jouer Hervé, moi. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Non, clairement. Non, je crois pas. J'aurais adoré jouer Hervé parce que c'est Nicolas Maury qui l'a joué. Oui. Voilà, c'est le Hervé qu'on connaît en fait. Ouais. Et vous deux, vous auriez aimé jouer un autre Moi non, parce que je trouve qu'on est tellement... Enfin, moi, c'est une invasion pour moi. Moi, j'ai toujours l'impression que quand je regarde une série ou un film, c'est comme un documentaire sur l'acteur qui le tourne. Et là, ce qui m'émeut beaucoup, c'est qu'on voit, comment dire, on voit qu'on a un peu vieilli, un peu, pour certains grossi, genre pour moi, et que c'est comme une invasion pour moi, une Camille Cotin-Andrea dans ma vie, un Grégory Montel, Gabriel dans ma vie. Donc, ce sont des êtres irreproductibles. Donc, vraiment, je n'arriverai pas à dire... j'ai vraiment, moi, vécu avec ces êtres-là. On a vieilli ensemble et c'est ça que je trouve vraiment magnifique, moi, dans cette réflexion sur le travail aussi. C'est un art de la sélection assez compliqué de faire du cinéma, de faire passer des castings, blablabla. Mais nous, ce qui est beau, c'est que nous, on reste, quoi. On est resté dans nos personnages. Enfin, pardon. Voilà. C'est ça qui me plaît, moi, dans cette série. Qu'est-ce que ça a apporté, justement, 10% dans vos vies personnelles, dans vos carrières? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette série? Ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ces personnages, vous allez les garder avec vous encore un moment? Non, mais déjà, ça nous a appris certainement... Alors, je ne sais pas qui avait déjà tourné des séries avant, mais ça nous a appris certainement à travailler de façon un peu différente, probablement...
en tout cas, travailler vite, à s'approprier un personnage assez vite, à supporter ce rythme, à travailler avec des réalisateurs différents dans une seule et même journée. Donc ça veut dire que bon, ben, certainement, même si je ne pense pas qu'il faille qu'un acteur soit trop malléable, mais c'est pas plus mal parfois qu'il le soit. Et donc ça nous a certainement appris un peu ça. Et moi j'ai l'impression qu'en tout cas, moi ça m'a renforcé, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, en tout cas pour ma part. Et puis évidemment, après l'impact qu'a eu la série en France sur un public qui est génial, parce que c'est un public qui est le spectre est vachement large. Ça, je sais pas si, je me demande même si on l'avait déjà vu dans une série française d'avoir un spectre de public aussi large. Quand on me dit que c'est vrai que quand on me dit que les jeunes ou les ados n'ont plus du tout les mêmes goûts que leurs parents ou voire même évidemment que leurs grands-parents, ben là ils se retrouvent sur cette série, puisqu'on constate qu'il y a dans la rue ou les amis, on voit bien qu'il y a des ados qui ont adoré cette série. Donc nous, ça nous a apporté beaucoup de travail. Oui, et puis on en parlait tout à l'heure du succès aussi à l'international de 10%. Camille, par exemple, on vous a récemment vu dans Killing Eve. Est-ce que c'est parce que justement ils avaient vu la série Oui. Ouais, c'est vraiment parce qu'ils avaient vu la série. Après, je suis allée chercher un agent anglais qui a organisé... Enfin, ils ne m'ont pas appelé en disant « on vous veut absolument ». Il y a eu une petite démarche quand même personnelle de ma part, mais j'ai rencontré des agents anglais et ils ont organisé des rendez-vous dans 3-4 productions, dont la productrice de Killing Eve, on s'est rencontrés, on a parlé de Glastonbury, parce que j'y allais et elle m'a raconté ses souvenirs là-bas. Et puis à la fin, elle m'a dit, et puis on aime bien écrire pour des acteurs, et elle m'a fait un clin d'œil. Je suis ressortie, je me suis dit, oui, bien sûr, ils vont m'écrire un rôle dans Killing Eve. Et 4 mois après, elle m'appelait, elle m'a dit, on a un petit truc à te proposer, et tout ça. Donc c'était... Mais c'est évidemment suite à Call of My Agent. Le rayonnement culturel de la France, comme ça, qui va jusque dans Killing Eve. Il y a un truc drôle, c'est que j'ai eu des interviews ce matin avec une journaliste italienne qui m'a dit bon, alors cette série, elle ne serait pas possible en Italie parce qu'on n'a pas du tout le même star system. C'est quand même possible que chez vous, non? Où ils sont un peu... Donc je ne savais pas qu'on avait la primeur sur... j'ai dit, on a quand même Monica Bellucci. Ils me disent, oui, mais c'est une star en France. Ok. Donc, je sais pas. Apparemment, ils sont beaucoup plus... Je savais pour le Canada, je sais plus, c'était Dominique qui m'avait dit ça, mais que, en gros, ils adaptaient la série, mais que il n'y avait pas la même mystification des acteurs, hein, c'est ça ce qu'on se disait. Apparemment, en Italie non plus. Ça va se resserrer de plus en plus les taux. J'ai pas compris pourquoi elle ou alors je comprends pas l'anglais. Mais... j'ai pas compris pourquoi elle m'avait dit ça. Je pense que l'industrie du cinéma italien a tellement morflé qu'il n'y a plus rien. Ouais, le cinéma. Pour ceux qui n'entendent pas, Dominique dit qu'il n'y a plus de films à cause de Berlusconi, il a tué le cinéma. Oui. Voilà. Bon, à vous aussi, on va vous poser des questions sur les guests qui ont marqué justement ces 4 saisons. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça avec certains guests qui resteront à jamais dans votre mémoire? Je sais que c'est pas bien de jouer les préférés, mais... Non, mais c'est l'exercice même, il était génialissime pour quelqu'un comme moi qui vient d'un théâtre même pas subventionné, même pas privé, d'un théâtre autoproduit, de rencontrer Monica Bellucci ou évidemment Isabelle Huppert, parce que c'est l'actrice qui m'a très rapidement... évidemment, vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Alors ça génère un stress important pour l'acteur, et en même temps, il y a une situation un peu particulière qui fait que cette personne-là, Isabelle ou Monica, elle vient un peu à la maison aussi. Donc c'était amusant parce qu'il y avait un stress de la part en tout cas, moi, de ma part, il y avait un stress très net. Et puis je constatais qu'il y avait aussi également une vraie petite trouille. Il y avait une vraie... Tu disais ? Avec Monica. Ah ouais, avec Monica. Oui, mais c'est parce que... Non, mais on se connaissait déjà un petit encore, peu. Non. Non, mais en fait, c'était pas écrit comme ça. Je devais pas du tout partir. C'est moi qui suis parti comme ça au dernier moment parce que je devais boire un café.
Et non, mais voilà. Donc, ce qui était amusant, c'était de voir qu'il y avait un vrai, enfin, il y avait une vraie tension. Moi, avec Isabelle Huppert, je voulais vraiment, je voulais pas me planter du tout. J'avais pas du tout envie de. J'avais l'impression que cette femme était très très pressée, donc je voulais vraiment pas lui faire perdre de temps, quoi. Et du coup, j'étais vraiment tendu. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle était flippée. Monica Bellucci était flippée parce que voilà, il venait un peu chez nous. J'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. Pas de souci. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une interaction qui vous a particulièrement marqué? Moi, j'ai malheureusement pas beaucoup d'interactions avec les guests. Mon personnage, il est plutôt mis dans la loose, en fait. C'est-à-dire que quand il faut aller à Cannes, justement, c'est pour ça que je suis content d'être à Cannes. Pour de vrai, mais ouais. il y va pas. Quand il y a, par exemple, une Isabelle Adjani, je sais pas, tu auras envie de jouer une scène? Non, pas de scène avec elle. Donc voilà. Donc surtout moi qui suis très... moi, je suis très gourmand des actrices plus particulièrement. Donc j'avoue que j'étais quand même un petit peu jaloux de Grégory et de Camille. Non, mais... Il s'est rattrapé après, il s'est rattrapé sur les plateaux, au cinéma. Non, mais il y avait quand même une chose qui était quand même très, très poétique, c'est que Isabelle, elle était derrière une vitre dans le bureau donc de Mathias, si vous situez un peu la géographie d'ASK, et moi j'étais dans le bureau d'Hervé, dans mon bureau, et on m'a dit non mais c'est pas mal Nico, tu peux te mettre en fond, faut vraiment là-bas tu tries des classeurs, un truc comme ça, et puis et donc du coup je la regardais comme ça, comme je sais pas, comme une icône religieuse. Donc il y a eu cette vitre entre nous. Voilà. Après, tu l'as mise en scène quand même. Oui. Tu t'es bien rattrapé, hein. Tu dis pas tout. C'est toi qui l'as choisi. On va revenir un tout petit peu sur le personnage sur votre personnage. Voilà, donc Camille qui était maman, qui est devenue maman en saison 3. Camille, en plus, vous incarnez, en plus de ça, vous n'êtes pas juste une maman, Andrea n'est pas juste une maman, vous incarnez aussi une des rares héroïnes lesbiennes de la télévision française, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ressentez une certaine responsabilité à camper ce personnage? Une responsabilité... malgré moi, mais que j'endosse avec joie. Mais c'est d'abord les auteurs, je pense, effectivement, qui en complicité avec les producteurs et les réalisateurs, mais qui créent ce personnage et qui peuvent dire ce qui doit être dit à travers la fiction. Voilà, mais je suis très heureuse d'être le vecteur de ça, oui. Oui. C'est quelque chose qui est important pour vous aussi, de jouer dans une série qui, quelque part, nous divertit et le fait super bien, mais qui a aussi des messages à faire passer. Oui, et puis c'est Harold qui me racontait que dans les cours d'école, les enfants disaient « j'espère que Andrea va pas quitter Colette pour Hicham, ce gros dégueulasse. Colette, elle est tellement merveilleuse. » Et là, la question du sexe se pose absolument pas. Il y a un personnage qui est pas sympathique, je parle du personnage, en saison 2, parce qu'il le devient plus tard, et un personnage qui est carrément solaire, lumineux, donc spontanément, on a envie que ce soit cette histoire-là qui existe. Et ça, dans la tête des enfants, c'est merveilleux, et ça se fait tout en douceur, sans militantisme avéré, enfin voilà, donc ça, c'est bien. Non, de toute façon, si ça avait été une série trop ouvertement militante, déjà, je pense pas qu'elle aurait été diffusée et encore moins qu'elle aurait eu ce succès aussi large aussi. C'est parce que ça passe en douceur. Oui, mais elle l'est quand même. Mais oui. Profondément, finalement, même quand Bien Harold sûr. disait qu'il était heureux d'accueillir Sigourney parce que c'est une icône féministe et qu'elle vienne dans une série qui se revendique féministe, entre autres. C'est bien, c'est vrai que c'est militant. Et c'est vrai que Fanny Herrero et tous les autres auteurs ont eu à cœur de toujours dire des choses et qu'il y ait du fond. Soft power, mes amis. Ça s'appelle le soft power? C'est du soft power. Bien enfoui. Si vous mettez le discours dans la bouche du personnage, on a l'impression qu'il donne sa leçon. C'est à travers ce qu'il vit qu'on le transmet. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Totalement. C'est une vraie vision soft power. C'est-à-dire, c'est que voilà, on choque pas, on n'est pas tous... voilà,
chacun a son évolution, et puis quand ça évolue comme ça dans la bouche d'un personnage, et qu'on voit l'humanité qui se dégage d'un personnage, ben, ça fait son effet. Parce que Nicole, après, il faut toutes sortes de power pour faire avancer une cause, mais moi je crois beaucoup au soft power. Parce que Nicolas, également, vous jouez un personnage LGBT aussi, ce qui est décidément une série qui est quand même assez cool aussi à ce niveau-là. Et j'imagine aussi qu'il y avait ce souci de ne pas... bon, ça se passe à l'écriture également, mais de ne pas représenter un cliché. Comment vous-même, vous Non, moi, je ne réfléchirais pas comme ça. Moi, j'ai eu l'effet avec ce personnage d'Hervé d'être un peu le marionnettiste de cette marionnette qui était Hervé. J'adore l'art des marionnettes. C'est un art qui est éminemment parlant, en fait. C'est-à-dire, ça date de Kleist, ça date de Bergman, de cette idée de quelqu'un comme un avatar de soi-même, et puis qui va être humain, trop humain. Donc moi, le côté caricature, cliché, ne me fait pas peur, mais parce que j'ai pas grande peur, moi, de façon générale. Mais par contre, ce qui était étonnant pour moi, c'est que la marionnette, dans ma vie d'acteur, elle est devenue plus forte que le marionnettiste. C'est-à-dire qu'Hervé, c'est la première fois que je fais un rôle si populaire et qui est si visible, on va dire, dans mon parcours à moi, qui est un parcours peut-être plus mat, autre en tout cas. Donc, ce qui est très, très important pour cet Hervé, c'est pour moi l'occasion d'un dialogue dans les familles. Moi, je reçois énormément de remerciements de jeunes gens qui ont peut-être entre 12 ans et parfois 22 ou peut-être un peu plus, et qui quand par exemple le papa à table dit bon allez, on a compris, arrête de faire ton Hervé, que c'est l'occasion d'un lien, l'occasion de dire bon, j'aime bien Hervé, mais fais pas ton Hervé. C'est comme, voilà, vous voyez où je veux en venir en fait. Donc ça, c'est magnifique quand les fictions peuvent réparer ce qui est tabou, peuvent faire émerger, ne serait-ce que même à l'occasion d'un repas. Et là, effectivement, je pense que Camille, en plus à Camille, on en avait parlé, elle et moi, dans Tétu, mais c'est quand même, pour nous, j'ai l'impression que c'est des moments très, très joyeux de pouvoir se dire que ça libère... ça libère des esprits quand même, puisqu'on rentre, on dit souvent qu'avec la télé on rentre dans le salon, là maintenant on est dans le lit des gens, on est sous la couette des gens quand même. Oui, c'est vrai. Donc on parle de ça dans le lit des parents parfois. Et c'est pour cette raison que si une série avait utilisé un prisme un peu différent, celui dont vous parliez, peut-être davantage de radicalité, il n'aurait pas pénétré dans les maisons, il ne serait pas rentré, etc. Et tout le monde y aurait perdu. Et donc, je pense que c'est des choses à méditer toujours. On pense toujours beaucoup trop à notre prisme. Vous nous posez des questions comme une Parisienne avertie, etc., que vous êtes certainement. Et mais même pas. Même pas. Mais c'est-à-dire que donc, vous en faites un sujet, alors que la série, ce n'est pas un sujet. Et vous partez toujours du principe que tout le monde a atteint ce même niveau de connaissance, de connexion, d'intérêt. Et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de laisser pénétrer tranquillement dans l'esprit des gens la vie des uns. Et c'est là que ça fonctionne. Et c'est là que ça fonctionne. Et c'est en ça que nous, on est fiers. Moi, je suis fier d'avoir joué dans cette série. Merci mes copains là devant. La pop culture prépare les changements. Jonathan Franzen, qui est un grand écrivain américain, et il disait, si en 2000 ou 2005, vous m'aviez dit qu'en 2015, il y aurait 15 États aux États-Unis qui accepteraient le mariage gay, je vous aurais dit, jamais ça n'arrivera. Et en fait, il y a eu tellement de séries, de films, de stars de la pop qui se sont embrassés sur scène, que peu à peu, ça a préparé le changement, c'est rentré dans les familles. Et je pense que c'est ça, il faut être familier et comprendre l'autre. Et quand on prend l'autre, on l'accepte.
Ah oui, bien sûr, ça, les séries, j'en suis persuadée, ont toujours devancé les grands mouvements sociétaux de ces dernières années. Oui. Et vous parliez justement d'entrer dans le lit des gens, dans le foyer des gens, évidemment dans leur cœur. Et là, il est question de quitter ça. C'était la dernière saison. Je voulais savoir, voilà, après cette saison 4 qui est la dernière, comment se sont passés les adieux entre vous et les adieux à vos personnages? Les adieux à la marionnette, Hervé. En tout cas, pardon, je prends la parole, mais c'est vrai qu'on n'était pas tous ensemble quand ça s'est fini. Donc ça, c'était un peu triste. Après, si on s'est retrouvés le 28 février, mais on n'était pas tous là à l'entrée des Césars. Non, il n'y a pas eu de fête avec le Covid. Et non, mais surtout, nos derniers plans, on n'était pas tous là. Donc, voilà... Ça veut dire que c'est pas terminé. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a vécu autant de choses et quand on a... moi, il s'est passé énormément de choses, donc de choses, pardon, faut qu'on est à Cannes, choses. Oui. Il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans. Et là, c'était tellement difficile de se faire attraper par ce putain de virus. On n'a pas pu faire la fête ensemble, on n'a pas pu fêter nos derniers plans. On est un peu tristoun, hein, là, je vous le dis honnêtement. Moi, je suis un peu tristoun et je me languis qu'on trouve une solution, un moment pour fêter dignement ça, ou alors qu'ils se remettent au boulot, quoi. Oui, un spin-off peut-être. J'ai entendu. Un spin-off avec Jean-Pierre de la Compta. Exactement. Bah oui. Hein? On a envie de savoir ce qui se passe dans la compta. Antoine de l'accueil. Non, moi, je pense que c'est la fin d'un cycle. Voilà, et puis peut-être que voilà, on va laisser reposer. Ils vont d'abord choisir des nouveaux destins, et puis certainement qu'on retraite, mais il faut qu'ils aient aussi envie. Nous, on peut pas décider pour eux. C'est une série très ancrée dans son époque. Et cette saison, quand vous la découvrirez, raconte quelque chose qui nous traverse tous depuis ce confinement-déconfinement sur arrêter la roue du hamster, arrêter la course, l'envie de changement, l'envie de s'ouvrir à d'autres horizons. Et en même temps, il y a des liens très forts qui restent entre eux. Ça reste une famille qui se retrouve beaucoup, d'ailleurs, à la fin de cette saison. Et donc, il faut sans doute aussi s'inspirer de l'époque, bien réfléchir à s'il y a une suite, quelle suite, si c'est possible ou pas. C'est pas si simple. En tout cas, on aurait aimé les voir, ces agents, justement, affronter aussi la crise du Covid sur les tournages de cinéma. Ça aurait certainement été très intéressant. Je vous remercie. Avant de vous laisser partir, on va prendre un petit peu de temps pour que le public puisse vous poser des questions. Donc, s'il y a des questions dans le public, c'est maintenant. On va avoir quelques minutes, si quelqu'un veut se lancer là-bas. Bonjour. Il y a eu un changement d'auteur, je crois, sur cette saison. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont vous avez vécu ce passage de relais et peut-être ce que les nouveaux auteurs ont apporté d'un peu différent éventuellement à la série? C'est vrai que c'était particulier ça de trouver une langue, parce que quand on écrit, j'imagine que les auteurs qui ont écrit de la saison 1 à la saison 3, ils épousent une fréquence. Alors, ils épousent plein de choses. Ils épousent justement ce que disait Harold Valentin sur, quand même, c'est une caisse de résonance, une série sur une époque. C'est parfois même ce sont des prévisions, des prédictions même. C'est la fiction de Vance, comme on le dit. La fiction, par exemple, là, ce qui est très drôle, c'est que je me suis rendu compte que Hervé, il a un virus, il fait croire qu'il a un virus dans la saison 4. C'est drôle, il dit non, mais on avait inventé un virus. Enfin bref, et ça, c'était tourné bien avant le Covid. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut trouver la musique Andrea, la musique Gabriel, et elle ne se trouve pas tout de suite. Je dirais même qu'elle ne s'est même pas trouvée en saison 1. Donc, quelque chose qui s'enclenche, qui arrive, saison 2, nanana. Et puis, et donc voilà, nous, on était comme ça dans une fréquence, dans une langue signée quand même Fanny Herrero, quoi. Et après, à l'arrivée de ce changement, ça a créé forcément
c'est une transplantation d'organes. De nouveaux auteurs sont arrivés. Donc forcément, il y a eu des choses hémorragiques, il y a eu des choses... ça a saigné. Mais c'était quelque part, comme il faut faire feu de tout bois, c'était quelque part très ensemençant, je crois, pour la série, de finalement changer tout à la saison finale. Et moi, je trouve que ça donne, très honnêtement, je ne suis pas là pour vendre la série, mais juste en me mettant en spectateur, c'est cette chose qui fait que ce n'est plus l'auteur d'avant a disparu. Eh bien, je trouve que les producteurs, les réalisateurs ont eu l'intelligence de s'emparer de ce qu'on parlait tout à l'heure sur ce sont des destins qui deviennent très friables maintenant à l'agence, dans la saison 4. Ce ne sont pas des destins encore brisés, pas du tout, mais finalement chacun prend sa part, comme on dirait, d'un point de vue déjà, d'un point de vue d'entreprise, mais d'un point de vue humain. Andrea se pose des questions sur quelle putain de mère elle est en train de devenir, quoi, si elle continue comme ça. Gabriel se pose la question de mais pourquoi il n'a pas les crocs, pourquoi il n'est pas comme les autres, qu'est-ce qu'il y a dans son ADN qui fait que pourquoi il n'est pas plus belliqueux en affaires. D'autres vont se poser, le personnage de Laure Calamy, Noémie, va se demander qu'il y en a ras-le-bol aussi des femmes qu'on tait, qu'on fait, et pourquoi pas accéder à un poste non pas de pouvoir, mais d'autorité. C'est la grande différence entre le pouvoir et l'autorité. C'est quelqu'un qui assied sa façon à elle de décrire sa vie. Et je crois que cette saison-là brille un peu comme un astre noir. C'est plus noir, moi je trouve, mais je ne sais pas très franchement, et ce n'est pas une question de qualité ou de mesure, si Fanny Herrero, celle qui a écrit les 3 autres, avec son pool d'auteurs, dont certains restent à la saison 4, mais je ne sais pas si elle aurait été vers là. Et moi je trouve que c'est finalement très intéressant et presque très classe, je trouve, de finir une série qui quand même est sur la comédie du travail, sur la comédie humaine, avec ce cas de conscience que je trouve éminemment politique et très intéressant à offrir là, vraiment tout chaud, là, le 21 octobre. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Demander à Georges. Je l'ai écrit. Parce qu'elle était magnifique cette réponse quand même. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je voulais savoir, vous qui aviez l'habitude de travailler avec eux, comment on apprend à jouer des agents, du coup? Ça en a été à l'école. Vous avez fait la fameuse école des agents. Non, mais du coup, comment on passe de avoir l'habitude de travailler avec eux à les jouer? Non, mais vous avez toujours tendance à oublier que on est des acteurs, quoi. C'est quand même un peu ennuyeux que vous l'oubliez tout le temps. Non, mais c'est notre métier, c'est notre métier de récupérer un personnage et de l'adapter, quoi. J'ai pas d'autres réponses brillantes à vous dire, hein, j'en suis confus. Mais voilà, non, il faut toujours penser que voilà, le job, c'est d'adapter, quoi, hein, c'est d'adapter la fonction que nous avons à l'écran avec la personnalité que nous sommes. Mais en tout cas, pour les étudier, ils étaient proches de vous, du coup. Vous aviez un spécimen à portée de main. Ah oui, d'accord, proche de nous dans ce sens-là. Oui, alors tout le monde ici a un agent. Après, je ne suis pas certain qu'un agent, ce soit un personnage aussi stéréotypé que ça. Je pense qu'il y a toutes sortes d'agents, exactement comme il y a toutes sortes d'avocats. Voilà, donc on a tous nos petites références. Et puis il y a des... voilà, et puis après, on le met un petit peu à sa sauce aussi. Hein, Puis c'est ça qui est bien, ce qui était marrant, c'est d'inventer. Je suis désolé pour cette réponse un petit peu... un peu voilà, ça valait pas tripette. On va prendre une dernière question peut-être avant de terminer. Madame. Bonjour, alors je suis une très grande fan de cette série depuis le premier épisode. Et pourquoi pas faire un film?
Il faut demander à Dominique et Harold, du coup. Ouais. Il dit si c'est aussi peu réussi qu'entourage, ça sert à rien de le faire. D'accord, merci. Voilà. Bah, écoutez, on va vous laisser. Merci beaucoup. Merci à Camille Cotin, Nicolas Maury et Grégory Montel. Et regardez la saison 4.